Et voilà, bienvenue à tous et à toutes. On est en direct pour cette soirée, cette conférence sur la résilience. Est-ce que c'est la clé du succès? Je suis accompagné de Jean-Christophe Charrier et on salue nos amis qui nous regarderont en replay d'ores et déjà, qui n'auront pas forcément pu se libérer, mais qui nous regarderont en différé. On sera avec plaisir avec vous. Alors au programme, au menu de ce soir, Jean-Christophe. On va Yes, raconter rapidement notre histoire. On yes, prendra yes. quelques minutes et on s'assurera de les respecter pour raconter rapidement une histoire de résilience, la tienne et la mienne, qui sont très différentes. Mais vous allez voir que justement, à travers ces différences-là, il y a réellement des ponts, des passerelles et des points communs, des dénominateurs communs. On vous partagera également ce qu'on a appris en deuxième, ce qu'on a appris chacun, lui et moi, de nos histoires respectives. En troisième, ce sera la grosse prise de conscience qu'on aura eu pendant ce chemin, ce parcours, et en regardant ça a posteriori. Numéro 4, les différentes solutions possibles pour apprendre à développer ses capacités et à résoudre les défis qui se mettent sur notre route. Et on vous partagera nos solutions à nous, nos recettes à nous, nos secrets à nous, au milieu de toutes les différentes solutions possibles. Vraiment, point numéro 5, ça sera ça. Et puis, point numéro 6, on reviendra sur la partie questions-réponses. Donc, je vous invite à ne pas hésiter à poser vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent dans le chat. Et Claudine, qui est avec nous, s'occupera de les collecter et on répondra à toutes vos questions dans la partie questions-réponses, donc dans à peu près 45-50 minutes environ. Voilà, est-ce que je te propose de commencer avec ton histoire? Est-ce que ça te va? Ah, si tu veux, il n'y a pas de souci. Eh Ouais, ben, allez, allez, on y va, on se lance. allez, c'est Euh, parti. Bonjour à ceux que je ne connais pas, hein, c'est vrai que je ne me suis pas encore présenté. Donc, pour essayer de la faire courte, parce que j'ai 4 minutes, on va essayer de faire vite. La résilience, moi, c'est un thème qui m'a toujours intéressé. Pourquoi? Parce que j'ai eu une première carrière d'officier dans l'armée, depuis les années 2000, on va dire, jusqu'en 2012 à peu près. Ensuite, j'ai quitté pour faire différentes choses dans le civil, dans la logistique, dans la sûreté à l'étranger, etc. Mais en fait, moi, il y a eu vraiment deux déclencheurs. Le premier en 2011. En 2011, j'ai perdu un de mes hommes en Afghanistan au moment où je commandais. Euh, Moi, j'étais resté en France parce que le volume ne permettait pas que je sois avec mes hommes. Mais du coup, j'ai fait l'interface avec la famille pour gérer les obsèques, etc. Ça a été vraiment un premier tournant pour moi parce que je les ai vus revenir quelques mois après. Et quand je les ai vus, ils avaient tous pris 10 ans. Et puis moi, je me suis retrouvé un peu les bras ballants en me disant qu'est-ce que je peux faire pour les aider, quoi. En tant que chef, c'est un peu la première chose à laquelle on pense. Et puis, on se sent hyper impuissant. Ça a été un peu le premier déclic, mais qui finalement était dans l'ordre des choses. J'ai envie de dire, c'est des choses auxquelles on se prépare, même si on n'y est jamais forcément complètement prêt. Mais 2 ans après, j'ai mon père qui décède, qui se suicide pour être exact. Et en fait, là, ça a été la petite goutte d'eau en fait, qui a fait remonter tout le reste, quoi. C'est-à-dire que ce sentiment d'impuissance et de... Voilà, il y a toutes les émotions qui sont revenues avec, la culpabilité, l'impuissance, j'en passe. Et c'est suite à ça que moi, j'ai vraiment commencé ce chemin de résilience, en cherchant des solutions, pour moi déjà, pour vivre le deuil, pour voilà, tout ce qui traînait et qui m'empêchait d'avancer. Et c'est dans ces moments-là, c'est à peu près cette période-là que je t'ai rencontré, je crois, 2013-2014, en Savoie à l'époque. Parce que forcément, quand il y a un gros bouleversement comme ça, on remet plein de choses de sa vie en perspective. On se demande, voilà, pour moi, la vie a pris un autre sens dans la mesure où je me suis dit, ça ne tient à pas grand-chose. Et il faut vraiment que ce que je fasse par la suite, ça prenne pleinement du sens parce que voilà, je veux continuer à servir. C'est quelque chose qui est important pour moi, mais quelle est la meilleure façon de le faire? Donc, voilà, j'ai tâtonné, j'ai testé, j'ai découvert le développement personnel, puis la thérapie par différents biais. J'ai testé sur moi. Et puis, de fil en aiguille, je me suis formé à différentes techniques. Et chemin faisant, je me suis dit, mais en fait, si j'avais eu ces outils à l'époque, ça aurait pu m'aider et ça aurait pu aider certaines personnes de mon entourage. Et voilà, j'en suis là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'après des années et des années de formation, à apprendre, à comprendre,
et à ouvrir différentes choses sur l'aspect gestion émotionnelle, intelligence émotionnelle, mindset, préparation mentale. Voilà, moi, mon objectif, c'est aujourd'hui d'apporter ma contribution aussi avec tout ce que j'ai appris pour aider les autres, puisque je suis passé par là et je sais ce que c'est. Donc voilà, à peu près. Ça fait 4 minutes. Écoute, j'ai pas chronométré, mais en tout cas, merci. J'imagine qu'effectivement, d'être confronté à la mort, en plus à 2 reprises relativement proches, avec des gens avec qui tu avais forcément un lien émotionnel fort, ça devait pas être forcément évident. Et c'était forcément un gros challenge qui, comme tu l'as dit, remet beaucoup de choses en question. De mon côté, ça a été des défis dans le monde de l'entrepreneuriat. J'ai créé ma première société il y a à peu près 13 ans et après plusieurs années il y avait quelque chose qui me démangeait vraiment de me lancer mais je savais pas exactement quoi faire. Donc, au bout d'un temps assez long de réflexion, j'ai fini par créer ma première société en ne sachant pas, c'est-à-dire je savais pas que je savais pas. Je savais pas que je savais pas être entrepreneur. C'est-à-dire, c'est comme si je m'étais foutu à la flotte au milieu de l'océan en sachant pas qu'il fallait savoir nager et que je savais pas nager. Et n'ayant personne dans ma famille qui avait créé des entreprises ou ce genre de choses, il a fallu tout découvrir sur le terrain. Et les 2 premières sociétés, je les ai coulées. C'est-à-dire la première, c'était une société de conseil pour les clubs de sport. La deuxième, c'est une société de service à la personne haut de gamme pour les particuliers. Et la première, j'ai mis 3 ans et demi à me rendre compte que je partais dans le mur et que là, il y a un moment donné, il fallait lâcher l'affaire. J'avais bouffé 35 000 euros. La deuxième, 1 an et demi, à peu près 15 000 euros de pertes à nouveau. Donc, 5 ans, 50 000 euros cramés. Et pendant 5 ans, c'est long 5 ans, hein, quand tous les jours, tu dis, putain, ça marche pas, putain, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Allez, je vais essayer ça et tout. Et puis, tu te prépares dans ton bureau pour essayer de faire des trucs qui sont nickel. Et puis, à chaque fois que tu le proposes à des gens, tout le monde s'en fout. Et, et puis, du coup, à côté de ça, tu tentes d'autres trucs et tout. Et puis, moi, ce que je me souviens, un des trucs les plus difficiles, c'était les réunions de famille. Tu vois, les Noëls, les cousinades et les machins. Les gens, alors, ta boîte, ça marche? Ouais, en fait. Et là, tu es confronté à la honte, la culpabilité, le sentiment d'impuissance, le regard des autres, vraiment l'estime de soi en vrac. C'était chaud et en même temps, je me faisais coacher, je faisais du développement personnel. Donc, en plus de mes pertes d'entreprise, j'investissais dans le bonhomme, dans des programmes de dev perso, etc. Parce que je fais ça depuis ça fait 25 ans, je fais du dev perso, mais j'ai vraiment bouffé mon pain noir, comme on dit, parce que, ouais, c'est ça, j'ai l'impression vraiment d'avoir non pas touché le fond, mais raclé le fond pendant 5 ans. Et à travers tout ça, c'était à chaque fois, OK, mais qu'est-ce que je fais pour tenter autre chose? Est-ce que je m'accroche? Alors, il y a eu plein de moments de découragement, mais à chaque fois, il y avait ce truc qui me disait, je ne peux pas revenir en arrière. C'est-à-dire que même si ça ne marchait pas, le rythme de travail faisait que j'avais quand même la main sur mes journées. Je décidais où je bossais, quand je partais, quand je revenais. Tu vois, j'ai vraiment j'avais goûté à la liberté. Je n'avais pas les résultats, ni financiers, ni de succès, ni rien. Mais j'avais quand même goûté à la liberté et revenir dans le monde du salariat. Quand la première société a flanché et que j'ai décidé de jeter l'éponge, je me suis posé la question, OK, je fais quoi maintenant? Est-ce que je retourne dans… Et je pense que dans ma tête, la question n'a même pas eu le temps de finir la phrase. Est-ce que je retourne dans… Ah ben non, non. Non, je relance une autre boîte. C'est-à-dire, je sors de 3 ans et demi. Je suis au bout du rouleau, 3 ans et demi de perte financière pure. Et je me dis, je relance autre chose. Et donc là, je me remets en quête d'une nouvelle idée, tu vois. Et c'est long, ces journées-là où tu es tout seul à la maison parce que ta femme, elle part à bosser, puis elle ramène de l'argent pour remplir le frigo. Et en plus, elle paye tes dettes. Puis tu as des enfants. Tu es un homme, donc tu es censé être le chef de famille. Tu es censé être le mât du chapiteau, tu vois, le mât central du chapiteau. Tu es censé tenir la baraque. Et puis, tu n'arrives à rien. Donc, ça m'a vraiment coûté fort dans mon estime de moi,
à travers tout ce temps, c'était, j'avoue que c'était gros challenge jusqu'à la troisième société 2014. Et là, c'est parti. Ouais, c'est ça. Mais c'est marrant parce que je rebondis un peu là-dessus parce que, en fait, moi, j'en suis pas encore à ton stade, mais enfin, j'ai traversé cette fameuse période de 3 4 ans là où tu es vraiment en galère, tu cherches ton idée, tu es tout seul derrière ton écran. Des fois, tu es à fond, tu te dis, ah, ça y est, je tiens le truc, tu vas à fond, tu fais tes machins, et puis en fait, tout le monde s'en tape. Enfin, les gens, ils viennent pas te chercher, quoi. Et puis, tu crames de la thune, comme tu dis. Moi, je sais pas combien t'as dépensé, mais quand je mets tout bout à bout, en fait, c'est des sommes qui paraissent faramineuses pour la plupart des gens, quoi. Mais d'un autre côté, si je les avais pas mis, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui. Enfin, je serais retourné dans un job salarié et je serais au fond du trou, je crois. Ouais. La première décision, le premier programme de dev perso que j'ai acheté, puisque quand j'ai commencé il y a 25 ans, c'était mon père qui m'avait mis dans un stage qui a transformé ma vie à l'époque. Et le premier programme de dev perso que j'ai acheté, il coûtait 295 euros et j'avais 300 euros sur mon compte. Et je me suis dit, j'y vais parce que si je ne fais pas cette dépense-là, j'avance pas. Donc j'ai fait tapis en fait. J'ai fait Ouais, tapis. tu sais, c'était quoi mon premier, moi? T'y Vas-y. étais, je crois. En Allemagne, c'était Millionaire Mind Intensive, Ah, là. c'était celui-là. Ah Et ouais. non, j'ai pris le Quantum Leap. Le Oh Quantum là Leap, là, oui, c'était d'accord. Là, c'est quelques milliers là derrière. 12 000. Ouais. 12 000 euros. Je les avais pas à l'époque. Ouais. On a tous fait ça, de mettre 10 000 balles dans un truc 10 000 balles qu'on n'avait pas dans un programme. Mais on a forcément appris des choses de tout ça. Alors justement, là, Complètement. je te repasse le bâton de parole. 4 minutes sur qu'est-ce que tu as appris de ce chemin et de ces galères. Ouais. Bah, écoute, moi, la première chose que j'ai notée, je pense que ça rejoint un peu ce qu'on a dit, c'est d'avoir la foi dans la vie déjà, de faire confiance à l'univers, hein, il y en a qui appellera ça comme ça, et surtout dans mes propres capacités à faire les choses, c'est-à-dire de reprendre l'autonomie, de reprendre le manche. Ça rejoint l'idée d'entrepreneuriat. Et je pense que c'est hyper important quand on a été salarié pendant longtemps. En plus, moi, j'étais dans l'armée. Donc, si tu veux, les décisions, on les prend pour toi. Bien souvent, tu suis le flow. Et puis, donc, cette idée-là, pour moi, elle est sur 3 niveaux. La première, c'est cette capacité à prendre du recul et à s'auto-observer déjà, et à observer ta vie et de te dire, si ça marche pas dans ma vie, qu'est-ce que je peux changer, quoi. Et de reprendre en fait les manettes en se disant, arrêter de faire la victime en fait, et de se dire, ok, ça me plaît pas. Pourquoi ça me plaît pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai ça dans ma vie? Et du coup, essayer de travailler sur les origines. Ce qui rejoint ça, du coup, c'est cette capacité à embrasser le changement et accepter que de toute façon, on peut pas. Enfin, la sécurité, pour moi, c'est une utopie, quoi. Tu peux être dans un moment, entre guillemets, sécuritaire dans ta vie, mais ça tient à rien. On le voit en ce moment dans la géopolitique mondiale. C'est vraiment une illusion, la sécurité. Donc, de vouloir s'accrocher à ça, alors que le monde change de toute façon, ça, on n'y peut rien. Du coup, c'est cette capacité à suivre le flot de la vie et puis à s'adapter, à avoir cette flexibilité. On parle de résilience, donc je pense qu'on est dans le thème. Et ce qui va avec, du coup, c'est cette capacité à maîtriser ses émotions. Et pour moi, ça a été vraiment la grande clé, c'est-à-dire que dans l'armée, c'était le poker face, quoi. Hein. Tu vois, on laisse rien paraître, on est fort, et pourtant à l'intérieur, bah, ça bouscule sévère, quoi. Et apprendre à maîtriser ses émotions, enfin, c'est même pas les maîtriser, c'est jouer avec, c'est faire avec, c'est les reconnaître, c'est savoir dealer avec et puis garder la pugnacité, tu vois, c'est cette capacité à continuer malgré les épreuves, quoi. Ça a été le premier grand pilier, je pense, de ce que j'ai appris sur le chemin. Hmm. Ouais, merci. Des clés effectivement précieuses. Pour ma part, la première chose, quand j'ai réfléchi à vraiment qu'est-ce que j'ai appris de tout ça, je crois que la clé numéro un, c'est que l'échec n'existe pas. J'adore cette phrase, je ne sais plus exactement à qui elle est attribuée, mais je crois que c'est à Nelson Mandela qui dit l'échec n'existe pas. Des fois, je gagne et des fois, j'apprends. Et quand j'apprends, je grandis en fait, je deviens plus fort. Donc du coup, je n'échoue pas, je suis en train d'apprendre, en train de me renforcer, en train de grandir, je suis en train de pousser. L'échec, c'est quand j'arrête de me relever finalement.
mais de mettre un genou à terre, c'est absolument pas un échec. Ensuite, le deuxième point, parce que j'en ai 4, le deuxième point, c'est tout est juste et tout est parfait, même si parfois ça ne semble pas être le cas. C'est le regard qu'on porte sur la situation qu'on est en train de vivre et à chaque fois se dire, OK, là c'est dur, mais même si ça ne semble pas être le cas, tout est juste et tout est parfait à cet instant, parce que ce qui compte, c'est pas ce qui m'arrive, c'est qui je deviens dans le processus que je suis en train de traverser. La troisième chose que j'ai apprise, c'est que, en lien avec la deuxième, c'est que ça prendra du sens plus tard. C'est que après, quand tu regardes, et là vraiment, vous pouvez tous, vous qui regardez cette conf en direct ou en replay, vous regardez votre passé, vous pouvez tous vous dire, ouais, effectivement, les galères que j'ai traversées m'ont quand même équipé de certaines choses. Et après coup, les choses se mettent en perspective et je commence à comprendre pourquoi c'était probablement une bonne chose que j'ai traversé ça et ça et ça et ça, parce que, exactement comme tu l'as dit tout à l'heure, JC, si je n'avais pas fait tout ça, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui et je n'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Donc, c'était les marches sur lesquelles je me suis appuyé pour grandir et progresser. Et puis, le quatrième point, dans toutes ces années où vraiment ces 2 premières sociétés, donc les 5 premières années, je pense que quelque chose que j'avais à l'esprit, c'était peut-être pas formulé comme ça à l'époque, mais c'était en gros, il y a toujours une issue favorable. Forcément. Je ne l'ai pas encore trouvé, mais il y a forcément une issue, une porte de sortie quelque part. Un peu comme si vous étiez dans un labyrinthe. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas encore trouvé la sortie qu'il n'y en a pas. Et vous pouvez avoir le sentiment d'être perdu, mais ça ne veut pas dire que vous l'êtes. Et donc, si on reste, et là, ça rejoint ce que tu disais sur la foi en l'univers, la vie, la source, ou peu importe, qu'on est forcément guidé par un truc, et c'est là où on va finir de toute façon. On va forcément finir par sortir du truc simplement en poursuivant le chemin à travers voilà, c'est à travers les difficultés. Hein, c'est cette phrase en latin qui dit per ardua ad astra, c'est à travers les difficultés jusqu'aux étoiles. Qui est d'ailleurs la devise d'une famille écossaise qui est maintenant immigrée au Canada, qui est la famille McIntyre. C'est un de mes amis, un de mes bons amis qui est là-bas à Ottawa, et donc sa famille est écossaise d'origine, et donc elle avait un sceau et un slogan qui était à travers les difficultés. Donc voilà, si vous avez le sentiment d'être dans la galère, d'être perdu, d'être au milieu de rien, dites-vous que c'est un escape game géant et que vous n'avez juste pas encore trouvé le truc, mais prenez ça comme un jeu parce qu'il y a une sortie toujours. Il y a toujours une sortie. Super intéressant. Du coup, je voulais rajouter 2-3 trucs parce que je t'ai donné que la première clé en fait. Vas-y. Mais moi, la deuxième qui m'a vraiment, je me suis pris un gros coup de pied au cul en fait, c'est une bonne piqûre d'humilité, tu vois. Et c'est cette capacité en fait à recréer du lien social, enfin à recréer. On en crée naturellement, mais c'est surtout de descendre à un niveau d'authenticité dans les relations, d'oser la vulnérabilité. Je sais que pour les hommes, c'est super compliqué, mais moi, ça a été vraiment une des clés. Et en sortant de l'armée, ça a été compliqué, ça a été de désapprendre beaucoup de choses. Voilà. On me disait déjà à l'époque que je commandais d'une façon assez particulière. J'ai toujours une relation particulière avec mes hommes, parce que j'osais un peu mettre mes tripes sur la table, mais je pense que c'est hyper important, surtout aujourd'hui. Le mythe du self-made man, tu vois, qui réussit par lui-même, pour moi, ça ne tient pas. Je pense qu'on arrive à un moment en plus où, et ça rejoint un peu notre idée de ce soir, tu vois, de créer des ponts, de créer des partenariats plutôt que d'essayer de développer un truc et d'être dans la concurrence. Moi, j'y crois plus tellement. Donc, de vraiment soigner ses contacts, de pouvoir aider gratuitement. Il y a toujours un retour de manivelle, des fois des trucs surprenants, 2 ans, 3 ans après, tu sais pas. Et puis savoir demander de l'aide, que ce soit à des amis, des thérapeutes. Enfin voilà, il y a le côté thérapeutique, ça a été un côté qui a été très difficile pour moi à aller chercher. Et en fait, on m'y a amené par recommandation, par personne interposée. Et puis en fait, j'ai suivi un chemin qui m'a amené sur différentes choses. Mais moi, le militaire, tu vois, dur en mal et tout. Si on m'avait dit ça il y a 10 ans, je n'y aurais pas cru. Mais finalement, je pense que c'était nécessaire. Et j'ai dégagé tellement de choses au passage, ça a amené tellement profondément dans la connaissance de soi, dans l'analyse de ses valeurs, dans vraiment s'aligner vraiment avec qui t'es au fond et faire tomber les masques de l'ego que ça n'a pas de prix, quoi. Alors après, bien sûr,
plus tu viens brasser ça, plus après, c'est compliqué parce que tu as une conscience plus aiguisée, plus fine dans la vie. Donc, moi j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, c'est un peu les montagnes russes. C'est beaucoup plus extrême dans un sens comme dans l'autre, mais tu te sens aussi beaucoup plus vivant. Donc, j'ai l'impression d'être moins anesthésié. Alors, des fois, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de tristesse, il y a des choses comme ça, mais c'est cool aussi, quoi. Tu vois, on sait pourquoi on est là, quoi. Ce qui est bien, c'est que dans ton parcours, toi, tu as connu l'armée de terre, hein, tu étais capitaine dans l'armée de terre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, tu as parlé d'Afghanistan. Je vous laisse un peu imaginer la réalité de ce genre de métier. Moi, de mon côté, le côté le plus extrême dans le Yang que j'ai connu, c'est l'équipe de France de football américain. Donc, on n'y va pas pour faire des nattes, hein, quand même. En général, c'est quand même, voilà, c'est très Yang aussi. Et en même temps, aujourd'hui, on est tous les deux en train de parler de vulnérabilité en tant qu'homme, hein, quelque chose qui est, je pense qu'on a tous les deux grandi dans une famille où on nous disait que les garçons, ça pleurait pas, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai d'ailleurs, c'est la journée de la femme aujourd'hui, j'ai posté sur Facebook tout à l'heure. Voilà, Ah, attends. Il faut remettre les choses. C'est la journée internationale des droits de la femme. des droits de la femme, des droits Ah de la ouais, non, femme. parce que Du coup, sinon, ça va créer ouais, encore ouais, du coup, j'ai profité de ça pour dire, bah, j'honore et je salue, je célèbre le féminin chez les hommes. Ouais, ouais. Puissions-nous nous y connecter plus souvent, parce qu'effectivement, le monde serait tout autre si on était en mesure de faire ça. Du coup, est-ce que tu as bouclé les différentes Ouais, leçons que ouais, tu as tirées de ton la troisième expérience? partie, j'y reviendrai un peu plus tard, mais ouais. Ouais, bah du coup, si tu veux enchaîner sur la grosse prise de conscience que tu as eue, c'est notre troisième partie pour ce soir, Ouais, la grosse prise de conscience que la, tu la- as eue ouais, voilà, sur ce parcours-là. la prise de conscience majeure, je l'ai eu en séminaire. Alors, c'est un truc que je répète souvent maintenant. Ça me paraît tellement intuitif, mais en fait, tant que tu ne l'as pas intégré, vraiment, au fond de toi, euh, c'est cette phrase qui dit prendre 100% de la responsabilité, de ma responsabilité. C'est-à-dire que arrêter de faire la victime, tu vois, arrêter de se trouver des excuses externes. Forcément, il y a des éléments externes qui viennent bousculer le truc, mais prendre pleinement voilà, ta responsabilité de ce qui se passe dans le processus que tu vis, effectivement. Qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas, et dans ce qui m'appartient, qu'est-ce que je peux changer, en fait. Parce que si tu continues de donner du pouvoir à l'extérieur, tu n'as pas la main dessus, tu n'as pas le pouvoir, et tu subis la chose. Donc, quand vraiment tu te... Alors, c'est un peu extrême hein, de se dire je suis 100% responsable. C'est une figure de style, entre guillemets, mais c'est aussi un shift mental qui te permet de reprendre la main sur tous les éléments sur lesquels tu as le contrôle. Et du coup, de pouvoir agir, quoi, très concrètement. Et ça a été, pour moi, ça a été la première clé. Ça permet ensuite, du coup, de mettre en place des mesures correctives. Et puis surtout, ça permet d'aller creuser. Et puis, ça va rejoindre ce qu'on dira tout à l'heure, mais d'aller chercher les origines. Parce qu'en fait, quand tu répètes des mécanismes de façon inconsciente, la plupart du temps, on en parlera très, très certainement après, c'est qu'il y a quelque chose derrière, quoi. Et ça, tant que tu n'as pas été explorer ça, et le jour où tu mets la lumière dessus, ça te saute à la figure et tu te dis, non, c'est pas possible, quoi. Ça fait 10 ans que je fais ça. Ah bah je comprends mieux, quoi. Ok, d'accord. Et une fois que tu as levé ce petit truc qui bloque, tu changes de perspective, quoi. La notion de responsabilité, c'est un gros défi, hein. C'est en général la partie qui Ouais. pique le plus quand on fait du développement personnel parce que la plupart du temps, humainement, notre ego va nous dire oui, mais non, mais c'est pas de ma faute. Et en fait, on va confondre responsabilité et culpabilité. Et Mm. puis, parfois, quand c'est dans notre couple, que ça frotte un petit Ah peu, que ouais, ça ouais, chie, ouais. on se dit, mais je suis pas responsable, c'est l'autre qui... Eh non, il n'y a pas d'autre. Ah bon, mais comment je peux être 100% responsable de l'état de mon couple? Il y a forcément l'autre. Et donc là, en fait, on marche un peu sur la ligne, comme tu disais. Après, tu disais, c'est une figure de style. Ça peut en être une et ça peut ne pas en être une. Moi, j'aime vraiment croire à ça, mais à fond. C'est que je Mm. suis 100% responsable de ma part à moi dans le couple. C'est Il faut ça, ouais, revenir c'est sur ça. ce thème-là. Et ce que fait l'autre fait partie des éléments incontrôlables, comme si je parlais de la météo, ou du gouvernement, ou du... OK, arrête de donner ton pouvoir à l'extérieur sur ce qui se passe en toi, c'est exactement ce que tu disais. Ça, c'est vraiment... ouais, ça a été une de mes grosses prises de conscience, de mes grosses leçons acquises aussi en cours de route, c'était celle-là. Pour moi, de mon côté, c'est la grosse prise de conscience que j'ai eue, la plus grande, hein, c'est je suis bien meilleur
que ce que je crois de moi. C'est la plus grosse et en ce qui me concerne, elle est assez récente. Elle date d'il y a 2-3 mois en arrière. Euh, j'ai une amie qui vient à la maison et qui me dit ah, ça, tu te rends compte quand même que tu es bon dans ça, 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 et que tout le monde ne sait pas le faire. Voilà, tu fais plein de choses que la plupart des gens, ça va en faire un, peut-être deux, et toi, voilà. Ah bon, tu crois. Puis je croyais que c'était des compliments, tu vois. Je croyais que c'est parce que, comme c'est mon ami, elle était gentille avec moi. Et en fait, j'ai un gars qui vient à la maison quelques semaines plus tard et qui m'en remet une couche, qui me dit putain, Ced, t'arrêtes d'être le disciple. Quand est-ce que tu assumes qu'à un moment donné, tu es capable d'enseigner avec ta posture, ton expérience, ton expertise, aussi, tout ça. Et en fait, il a fallu avaler la pilule de je suis bon. Et si vous voulez, euh, pour moi, c'est dû à deux choses. La première, c'est que c'est assez difficile d'être objectif sur soi-même, d'avoir un jugement objectif sur soi-même. Et la deuxième, c'est qu'on a tendance vraiment à se juger sévèrement. Et je vous prends un exemple précis. Euh, ce que vous vous dites à vous-même, ah merde, je suis con, merde, j'aurais pas dû, il fait chier, oh, j'ai encore déconné, machin. Je pense que vous ne laisseriez personne au monde, pas même vos parents, vous parler à vous comme vous vous parlez à vous-même, dans votre tête. Et je pense qu'on est vraiment trop dur avec soi. Alors, c'est un pli qu'on a pris, évidemment. Hein, c'est notre éducation qui fait qu'on a appris on a reçu beaucoup d'exigences, donc on est devenu exigeant avec nous-mêmes, parfois même avec les autres aussi. Mais je crois qu'on devrait mettre un peu plus d'amour sur qui on est et un peu plus de douceur sur ce qu'on se dit c'est clair. et sur comment on se le dit, parce qu'on n'est vraiment pas tendre avec nous-mêmes et quelque part, ça pourrait être cool qu'on mette un petit peu la critique et le jugement qu'on se porte à soi-même et qu'on essaye de faire ce travail de prise de recul, cette métaposition, pour faire un pivot et de se dire, OK, qu'est-ce que je vaux vraiment? Et vous allez voir que si vous faites ce travail de prise de recul, vous allez vous rendre compte de la quantité de valeur que vous avez. Et en fait, vous regardez juste le petit bout où ça chie alors que vous oubliez complètement le gros morceau. Là où vous êtes déjà bon, vous avez de la valeur. Ouais. Mais ça rejoint un truc que j'aime bien, qui est intéressant de faire, c'est la posture d'humilité qu'on nous apprend, tu sais, quand tu es enfant, il ne faut pas faire trop de bruit, il ne faut pas prendre trop de place, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça. Et en fait, on est conditionné comme ça. Ouais. Et c'est intéressant de voir quand tu fais un compliment à quelqu'un, mais un compliment qui est sincère, tu vois. C'est cette capacité à amenuiser le truc, de dire oh, non, t'exagères. En fait, de même pas être capable de dire ok, merci, juste merci, tu vois, de prendre le compliment. Et ça c'est assez bluffant. On l'a déjà joué en séminaire, mais les gens, ils ont du mal avec ça, quoi. Hein. C'est un très, très bon indicateur, effectivement, de savoir reconnaître la valeur. C'est quand on offre des fleurs ou un cadeau quand on arrive chez des amis. Oh non, fallait pas. Bah, tu peux dire merci aussi des fois. C'est pas grave. Moi, je repars avec, alors d'accord. Ouais, un compliment, non, mais oh, c'est normal. Et en fait, c'est ça, en fait, c'est que nos talents à nous, comme ils sont normaux, nos talents, bah, c'est notre normalité à nous. Donc, on ne se rend pas compte que c'est un talent, qu'on est meilleur que la moyenne sur ça en particulier, sans faire d'effort. Et c'est pas être arrogant ou se sentir supérieur, ou c'est pas de l'ego de se dire je suis meilleur que la moyenne. Voilà, c'est à un moment donné, c'est savoir reconnaître aussi qu'on a des qualités, qu'il y a des choses qui sont faciles pour nous et qu'on est naturellement et facilement meilleur. Et d'ailleurs, c'est un des gros points sur lesquels on bosse moi, quand je bosse sur l'orientation avec les ados, c'est sur ça. C'est de leur dire, voilà où tu es bon et mets ton focus sur ça plutôt que d'essayer de compenser ton 6 sur 20 en histoire alors que tu es excellent en sport et en maths. Mais continue de bosser sur ce sur quoi tu es bon, développe tes talents, tu es déjà bon. En plus, tu prends du plaisir, donc tant qu'à faire, bosse là-dedans plutôt que de ramer à essayer de niveler par le bas une espèce de moyenne à la con. Mais ça encore, ça demande d'avoir une prise de recul et une meilleure connaissance de soi. Et ça, c'est un vrai cadeau à se faire que de faire des tests de personnalité, des tests sur les types d'intelligence, l'ikigai. Je vous invite à explorer tout ça. Il y a plein de ressources en ligne qui vous permettent d'aller chercher ce genre de choses-là parce que c'est vraiment très, très, très important. Ouais, bosser c'est fort, c'est vraiment un truc qui est pas tellement dans notre culture. Je trouve ça tellement juste de ciseler un peu là où tu es bon, là où tu kiffes, quoi. En fait, la progression, elle est vertigineuse. Et naturellement, t'embarques avec toi des domaines où tu n'es pas bon.
mais par la force des choses, par ricochet, tu vas les travailler d'une autre façon à un moment donné. C'est ça qui est intéressant. Yes. Bon, on continue d'avancer. On est à la partie 4. Les différentes solutions possibles pour apprendre à développer vraiment la capacité à bien rebondir, à passer à travers les difficultés, à garder le bon état d'esprit. C'est quoi les différentes solutions que toi, tu vois d'une façon générale, qu'on peut partager à ceux qui nous regardent, qui nous suivent en direct ou en replay, sur comment avancer et tirer leur épingle du jeu finalement? Euh, il y en a plein, hein, mais moi, dans mon cas particulier, moi, en fait, je suis très bien structuré, donc ça me paraît intuitif, mais je m'aperçois qu'en fait, il y a un vrai souci avec ça, sur cette capacité à raisonner de façon pragmatique sans être dans l'émotionnel. Donc ça, je vais l'enlever parce que pour moi, c'est intuitif, donc je ne serai pas le bon exemple. Ce qui moi, m'a aidé, c'est le travail du corps. C'est le travail du corps et la partie émotionnelle. Je m'explique, c'est que c'est quelque chose que j'ai mis de côté dans ma première partie de carrière parce que j'étais dur au mal. Donc, j'ai poussé le corps très loin. J'étais très fort mentalement, très résilient mentalement. Je pouvais pousser très loin, très très loin, sans craquer. Mais le travail du corps m'a permis de débloquer pas mal de choses en fait que je n'avais pas écoutées. Et donc, chemin faisant, il y a des douleurs chroniques qui sont arrivées, il y a eu des choses particulières. Et d'aller en profondeur à l'écoute des sensations du corps, ça m'a permis d'accéder à la partie émotionnelle. En fait, je suis passé par un travail du corps dans un premier temps. Et je pense que c'est hyper intéressant. Alors, il y a plein de techniques là-dessus, hein, mais voilà, tout ce qui est somatisation, aujourd'hui, on sait quand même que la partie émotionnelle, la partie corporelle sont largement liées. Euh, c'est pas encore officiel, etc. On n'aime pas trop en parler, mais moi, je le vois dans les accompagnements que je fais sur des maladies chroniques, ça peut être des cancers, des fibros, etc. Il y a souvent un choc traumatique à la base. Alors, il y a des éléments aussi de contexte qui font que ça peut venir renforcer, mais très souvent, donc si c'est pris à temps, ces événements-là, ils peuvent au moins éviter d'aller vers ce genre de maladie. Donc ça, c'est la première chose, le travail du corps. Et du coup, bah, ce qui va avec, c'est pour moi, vraiment, ce qui a été radical, c'est la libération des émotions cristallisées, en fait, dans différentes épreuves de vie. Donc, voilà, il y a les deux deuils dont j'ai parlé, mais en fait, une fois que tu ouvres la porte à ça, tu traites les grosses choses en premier, et puis en fait, plus tu creuses et plus tu tombes sur des choses qui sont anciennes, parce que dans cette première partie de vie, entre 0 et 12 ans, en fait, en termes d'ondes cérébrales, etc., les enfants, ils sont quasiment en état hypnotique. C'est-à-dire que tout ce que tu leur donnes, tout ce qu'ils engrangent et qu'ils vivent et qu'ils expérimentent corporellement, en fait, ils vont l'engrammer à un niveau inconscient. Et on développe des mécanismes sans s'en rendre compte, en fait, qui sont dus à des... Et je le vois en thérapie des fois des paramètres de... Je sais pas, on peut parler d'un manque de confiance et quand on remonte sur des éléments traumatiques, on tombe sur des choses qui paraissent anodines, mais qui ne sont pas anodines quand tu as 5-6 ans. Quand tu te fais humilier devant ta classe parce que tu passes au tableau et que tu l'as super mal vécu, en fait, ça peut avoir des conséquences hyper graves. Et sauf que tu ne feras jamais la connexion avec cet événement-là. Donc voilà, je pense que ça, aller travailler ça en profondeur, c'est hyper intéressant. Et, et le dernier point qui est intéressant, c'est de pouvoir travailler sur des recadrages inconscients. Et aujourd'hui, il y a quand même énormément de trucs autour de ça, que ce soit du coaching, hein, on peut faire déjà des choses d'un point de vue purement mental. Il y a plein de façons de travailler sur ses croyances, sur plein de choses, mais on peut aussi le faire de façon psycho-énergétique, c'est-à-dire on peut aller un peu plus vite, si tu veux, en feintant le cerveau et en allant travailler directement sur l'inconscient, que ce soit par l'hypnose et différentes choses. Mais voilà, pour moi, ça a été vraiment l'ouverture en fait d'une palette de solutions qui te permet d'aller beaucoup, beaucoup plus vite que de vouloir le faire à la force de la volonté, quoi. C'est ce Ouais, que je retiens. ouais, carrément, je suis tout à fait d'accord. Je crois que quand on est dans la volonté, on est forcément dans l'effort et dans la lutte. Et moi, je Ouais. suis persuadé que la vie, ça peut être aussi autre chose que ça. Alors que j'ai connu justement l'effort et la lutte et avancer le couteau entre les dents. Ah, allez, allez, allez. D'ailleurs, j'ai des mâchoires qui musculairement sont hyper développées. Je me suis bousillé les dents toute ma jeunesse parce que
tu vois, j'ai les dents serrées, quoi. Vraiment, avancer en serrant les dents, c'était clairement ça. De mon côté, j'ai noté trois choses. Et en fait, il se trouve qu'il y en a deux qui sont sur l'état d'esprit. C'est comment est-ce que j'avance dans la vie. Et pour moi, la première solution, c'est de garder à l'esprit que c'est possible. Il y a toujours quelque chose qui est possible. Et à partir du moment où je crois que c'est possible de passer à travers, de trouver une solution, de résoudre ce problème, d'être heureux, d'avoir, après 18 échecs sentimentaux, de finalement trouver une personne avec laquelle ça va bien se passer, après 50 galères avec la thune, de finalement avoir une situation financière qui s'améliore, après 19 échecs à la banque pour acheter sa baraque, on finit par trouver le crédit qui… Il y a, voilà, à partir du moment où on croit que c'est possible, c'est beaucoup plus facile d'avancer plutôt que de se dire « Ah, j'y arriverai jamais, ah, j'y arriverai jamais ». Ce qui nous amène au deuxième point, c'est vraiment les deux types d'état d'esprit. C'est que soit je me dis « Je ne peux pas, je suis bloqué parce que si, parce que ça, parce que ça ». Donc, je prends pas ma responsabilité sur ce qu'il y a pour rebondir sur ce que tu disais. Je considère que c'est la faute de l'extérieur. Il y a une situation où quelqu'un a blâmé et je trouve des excuses pour que ça ne soit pas possible. Et donc là, forcément, je suis bloqué. Moi, j'appelle ça l'état d'esprit des obstacles. Soit je suis dans l'état d'esprit des potentiels. Et là, clairement, c'est comment est-ce que je pourrais. Et donc ça, forcément, ça ouvre des portes de partout parce que je ne sais pas comment, mais je me pose la question, comment est-ce que je pourrais trouver quelqu'un qui me prête de l'argent pour acheter ma maison? Comment est-ce que je pourrais changer quelque chose dans mon apparence, dans mon attitude, dans ma vibration, dans mon énergie pour que je puisse connecter avec cette personne avec laquelle je vais pouvoir partager ma vie? Comment est-ce que je pourrais trouver une solution qui fait que je vais arrêter d'avoir mal aux jambes? Depuis 6 ans, j'ai mal aux jambes tout le temps. La médecine ne trouve rien, mais moi, j'ai mal. Et comment est-ce que je pourrais? Et au lieu de dire « Ah ben, je ne peux pas parce que j'ai mal aux jambes », c'est « Comment est-ce que je pourrais trouver une solution pour arrêter d'avoir mal aux jambes ?» Et on se retrouve avec parfois, exactement comme tu l'as dit, des fois c'est de la psycho, c'est des choses de base. On peut faire ça dans des thérapies longues, hein, psychiatre, psychothérapie, psychologie, 2, 5, 10 années à coup d'une séance par semaine. On peut utiliser des thérapies brèves comme le coaching. Ça, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps. Et effectivement, aujourd'hui, il y a d'autres alternatives. Tu l'as évoqué. Moi, je travaille aujourd'hui avec l'énergie et notamment le scan, qui est de la lecture d'informations dans l'énergie, qui permet de dire, bah, en fait, si tu as des soucis d'argent aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une loyauté par rapport à ton père, ou tu te dis que… Et en fait, les gens, ils font… Ah putain, ouais, ça me parle tellement. Et derrière, c'est OK, voilà comment on va libérer la charge émotionnelle de ce souvenir traumatique par rapport à ton père de quand tu avais 9 ans. Et en faisant péter ça, on démonte toute la chaîne de causalité. Et derrière, eh ben, tu libères cette couche-là, en tout cas, parce que après, ne croyez pas que vous êtes juste un ensemble de 5 pièces de Lego. Vous êtes plutôt, ou un puzzle à 5 pièces, vous êtes plutôt un puzzle à 1000 pièces. Et donc, c'est comme un oignon avec 1000 couches. Et donc, vous allez enlever celle-ci, celle-ci, celle-ci. Mais si vous faites ça progressivement en vous disant, putain, en vous disant pas, putain, il y a 1000 couches à enlever, mais j'enlève celle-là, ah, c'est cool, ça va mieux. Ah, ok, je tombe sur un autre truc, ok, je vais nettoyer ça. Et donc, vous êtes dans un processus d'amélioration permanente. Les Asiatiques appellent ça Kaizen, c'est le processus de progression permanente. Et du coup, vous êtes dans une dynamique de croissance permanente. Et il y a deux choses qui rendent les gens vraiment heureux. Un, c'est la croissance permanente, la croissance continue de soi. Et deux, c'est la contribution à autrui, le fait de servir, d'apporter de la valeur à autre chose que juste moi et mon nombril. Et si vous faites ces deux choses-là, vous avez gagné, vous êtes déjà heureux, quelle que soit votre étape, quel que soit là où vous en êtes dans votre chemin de vie. Ouais, ça me parle carrément ce que tu dis. Les deux derniers points, là, je suis complètement d'accord. Et en fait, c'est vraiment le shift majeur. C'est de réussir à se dissocier de soi-même. Ça, c'est le plus dur hein, quand même. Hein. De trouver comment tu peux, avec ton passif, etc., comment tu peux servir. Pour moi, le service, c'est vraiment, ça revient en boomerang systématiquement. Mais ouais. Et en même temps, il ne faut pas s'oublier. Donc, ouais, c'est un équilibre qui est difficile à trouver. Très, très bien, ça. Oui, il ne faut pas basculer en mode sauveur, sacrifice, etc. Il faut trouver une vraie stabilité et faire partie de l'équation et pas juste… ouais, c'est clair. Il faut servir, mais pas se sacrifier. Ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu nous parles de cette phrase sourire et faire face. Ah, ouais. Alors, Parce que je la trouve vraiment très belle.
Et elle a une histoire, cette phrase, et il y a Elle des a une vrais histoire. parallèles à faire avec le monde de l'entrepreneuriat et de la Elle a une psychologie derrière. histoire. Ouais, je vais prendre un peu de temps, si tu me permets, pour expliquer, parce que c'est vraiment, en fait, c'est ça qui a donné le lien à l'ensemble. Sourire et faire face, en fait, pour faire simple, c'était la devise de ma compagnie que j'ai commandée quand le gars est décédé. Euh, L'insigne, c'est une panthère sur une croix de guerre. Pour info, je l'ai tatoué dans le dos. Ça, je l'ai tatoué en 2014, à l'époque du décès de mon père. Et bon, bref, elle était là dans un coin de ma tête et puis ça revenait. C'est un truc qui revient souvent, tu vois. Quand j'ai le bourdon, euh, le faire face, pour moi, je le maîtrisais. Faire face, ça, je sais faire, tu vois. Il y a des merdes, je fais face. Mais le sourire et faire face, j'avais jamais pris la dimension du truc. Et aujourd'hui, ça prend une dimension totalement différente. C'est-à-dire, moi, et c'est un et en plus, c'est hyper important. C'est malgré les épreuves, c'est garder le sourire. Et c'est dans le cadre de la résilience, j'en ai parlé dans un post récemment, mais c'est Frankel qui a mis ça en évidence, l'importance de l'humour et de comment dire, de dédramatiser les choses. Ça te permet d'avoir ce fameux recul qui te permet d'analyser les choses avec pragmatisme et de prendre ça avec un peu de légèreté, quoi. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, tu ne changeras pas le cours des choses. Donc, tu seras obligé de faire face. Ça, tu ne couperas pas. Mais si en plus, tu peux le faire en gardant le sourire et voilà, comme tu disais, en cherchant comment je peux faire plutôt que de subir le truc, ça change les choses. Et donc, sourire et faire face, aujourd'hui, c'est un peu. Alors, je l'ai un peu piqué, hein, j'en ai fait un peu ma marque. Mais dans le cas des accompagnements que je fais, c'est vraiment sur ces deux choses que je travaille. C'est rester bien ancré, voilà, ce côté matière, parce que moi, aujourd'hui, ça me dérange, ce côté un peu new age, des trucs qui partent dans tous les sens. Donc, ce côté ancré, je fais face, je regarde les choses en face et je fais ce que j'ai à faire, je pose des actions concrètes et je tape dedans. Et en même temps, le côté sourire, c'est je me libère de tout ce poids avec d'autres techniques pour gérer mes émotions, pour trouver des états d'être qui sont supportants, pour aller vers des ressources qui m'aident, etc., etc. Donc, c'est vraiment la combinaison des deux. Et je trouve ça extrêmement puissant, en fait. Donc, merci de me Ouais. permettre d'en parler, parce que ça me tient vraiment à cœur. Ah ouais, ouais, mais franchement, moi, cette devise, je la trouve magnifique. Franchement, les amis, sourire et faire face, moi, quand il m'a parlé de ça, j'y sais la première fois, j'ai fait Pouah, la puissance de cette phrase. Imaginez le contre-pied, c'est fuir et faire la gueule. Bon, vous voyez déjà l'état d'esprit, ou, fuir, ou faire la gueule et faire l'autruche. Donc, C'est du coup, ça. c'est une pépite, cette phrase, c'est une vraie pépite. Déjà, sourire. Quand je souris, je ne peux pas être dans un état interne démoralisé. C'est-à-dire que même si je viens d'apprendre le décès de quelqu'un et je me sens complètement flingué, je suis en train de paniquer parce que tellement je suis abattu, vous prenez un stylo, vous mettez dans votre bouche comme ça et vous mettez un chronomètre sur 2 minutes, 120 secondes. En 2 minutes, votre état interne a changé parce que votre cerveau croit que vous êtes en train de sourire et il a injecté des hormones du plaisir, du bonheur, Ouais, ocytocine, dopamine, sérotonine. Direct. complètement. Donc, déjà ça, donc si vous n'avez plus besoin du stylo, mais qu'ensuite vous savez euh, réaliser que vous avez de la chance d'être en vie, que vous respirez, qu'il y a des belles choses dans la vie, etc. Déjà, sourire. Donc, ça montre déjà l'état d'esprit. Et ensuite, faire face et effectivement prendre la responsabilité. Mais ça ne veut pas forcément dire se battre contre. Non. Pas forcément. C'est regarder en face. Il l'a dit, j'y sais tout à l'heure. Regarder les choses en face plutôt que de dire oh non, merde, allez, oh tiens, on va les passer par là. Et c'est pas non plus le positivisme, hein, parce que la pensée positive, c'est un vrai putain de piège. Dans les trucs New Age, on a la pensée positive, c'est-à-dire non, non, tout va bien, il n'y a rien de négatif dans le monde. C'est pas ça l'idée. On L'idée, est c'est bien que quand il vous d'accord. arrive une merde, vous la regardez en face et bon, alors, ma cocotte, comment on va régler ça? Voilà, c'est juste ça en fait. Et donc, ça démontre l'état d'esprit, l'attitude, ça change votre chimie interne, ça fait que vous embrassez ce qui vous arrive. C'est une pépite. Vraiment, j'ai adoré cette phrase, tellement elle comporte énormément de sagesse. Voilà, j'avais vraiment adoré. Après, ce que je voulais simplement rajouter, que je n'avais pas dit tout à l'heure, c'est que une des choses pour moi qui a fait toute la différence, après avoir rempli une bibliothèque entière de livres de développement personnel,
d'hypnose, d'énergétique, de choses comme ça, de spiritualité, vraiment, c'est parti dans tous les sens. Hein. J'ai acheté des bouquins sur le cerveau, conversation avec Dieu, des livres de Yann Lipnik sur des codes énergétiques pour développer ses capacités extrasensorielles. Bref, j'ai le grand écart. Et au bout de plusieurs années, je me suis dit, putain, j'ai une bibliothèque de malades et rien n'a changé. C'est-à-dire que je m'abreuvais de connaissances, je savais, j'avais des informations à propos d'eux, mais rien ne changeait dans ma vie. Parce que j'avais oublié une étape qui est de passer de savoir à savoir-faire, qui est de passer de la connaissance à la compétence. Ça s'appelle l'intégration. Ouais. C'est quand je sais et qu'ensuite je mets en application et que j'apprends. Autrement dit, on n'apprend pas à nager dans un livre. Si vous voulez apprendre à nager, à un moment donné, il va falloir vous foutre à la baille et commencer à dire « Ah ouais, en fait, j'avais bien la technique, mais ce n'est pas que facile à faire de mettre les deux mains ensemble pour nager la brasse. » Et donc, ça nécessite forcément de passer par, JC l'a dit, par le corps, par des ressentis, par des sensations, et quitter notre tête. On a été éduqué grâce à l'école à remplir sa tête, et pas forcément à ressentir ou à identifier les émotions. Heureusement, en 2022, on a de plus en plus des maîtresses dans les écoles primaires qui font de l'initiation aux émotions et tout, et je trouve ça admirable, le nouveau monde qui grandit, parce qu'en fait, on redécouvre que l'être humain est un être émotionnel, mais il faut vraiment intégrer, sinon on reste dans « je sais », et je ne constate pas de changement dans ma vie. Si vous ne constatez pas de changement, c'est que vous n'avez pas intégré. Voilà, clairement, c'est un indicateur très, très net de ça. C'est intéressant parce que c'est un... Moi, je l'ai remarqué en séminaire parce qu'on fait des séminaires en leadership avec une autre boîte. Ça n'a rien à voir avec... mais c'est une autre partie de ce que je fais. Et c'est intéressant parce qu'on a changé, on a renversé le truc. C'est-à-dire qu'on leur fait vivre des expériences. C'est-à-dire qu'on fait un workshop, on leur donne une thématique, on dit démerdez-vous. Ils sont en groupe, ils sont 10. Et puis en général, ça part en vrille, quoi. On leur fait vivre l'expérience et ensuite, on leur amène la matière en débriefant. Et alors là, c'est génial parce que les prises de conscience, elles sont immédiates, quoi. Alors que si on faisait l'inverse, ça n'aurait pas la même puissance, quoi. Donc, c'est vraiment cette idée d'intégration, elle est hyper importante et je pense que là, c'est une clé parce que moi, c'est pareil, ma bibliothèque, si tu veux, des bouquins, il y en a dans tous les sens. Mais à un moment donné, il faut mettre les mains dans le cambouis, quoi. Et au début, ouais, au début, tu ne maîtrises pas, tu es en stress, tu paniques et puis à force, tu avances un petit peu. C'est la méthode des petits pas et puis tu gagnes en confiance et puis voilà, puis ça se fait, quoi. De toute façon, la vie fonctionne comme ça. Elle fonctionne à l'inverse de l'école. À l'école, vous avez des leçons, puis après, vous avez un examen. Vous avez une évaluation. La vie, c'est l'évaluation d'apport, exactement comme JC fait avec ses stagiaires en leadership. C'est d'abord l'éval, et après, tu tires les leçons de ce que tu as vécu. C'est ça. C'est exactement ça. Et là, on fait de l'intégration, mais à la vitesse de la lumière. C'est bien plus intéressant d'expérimenter d'abord et de tirer les conclusions plutôt que de faire de la théorie d'abord, à se remplir le ciboulot avec des informations et puis pas trop savoir quoi en faire derrière. Et ça rejoint un truc qui est hyper important pour finir là-dessus, c'est cette capacité à faire du feedback, mais que ce soit dans le boulot, mais que ce soit aussi dans sa vie personnelle. Et on ne prend pas suffisamment le temps, comme tu dis, de tirer les leçons de ce qu'on vit, en fait. Parce qu'on est toujours dans une course en avant. Ouais. Pouvoir se poser de temps en temps pour intégrer en fait ces leçons, c'est quand même un point clé, quoi. Grave. Et du coup, on arrive au 5e point sur nos solutions à nous. C'est-à-dire en quoi nous on croit, qu'est-ce qu'on met en avant qui nous semble le plus efficient et le plus pertinent. Avec quoi tu bosses, toi, JC, dans les solutions que tu mets en œuvre avec les gens avec lesquels tu travailles? Alors, il y a plusieurs choses. Je dirais qu'il y a vraiment 2 plans. C'est un plan structuration. Le plan structuration, coaching, guidage, plan d'action, pour verrouiller ça, parce qu'autant on sait le faire dans le boulot souvent, mais en fait on le fait parce qu'on nous donne les outils et qu'on suit ce qu'on nous dit, mais que c'est hyper dur de le faire dans sa vie personnelle, d'avoir vraiment une méthode pour être béton sur organiser et pouvoir passer à l'action de façon concrète et optimisée. Ça, c'est une partie du job qui pour moi n'est pas la plus importante, parce que ça, des méthodes de productivité, tu en trouves à l'appel. Mais c'est de les coupler avec ce que vraiment et moi me tient à cœur, c'est ce que j'appelle le déminage émotionnel, en fait.
c'est d'aller chercher justement tout ce qui bloque. Donc toi, tu le fais d'une certaine façon, hein, en allant chercher en énergétique. Moi, je le fais aussi en énergétique, mais d'une autre manière. Et c'est d'aller chercher tous les points de blocage, de les lever, de supprimer la charge émotionnelle qui est liée à ces points de blocage et de reprogrammer en fait une nouvelle perspective pour l'inconscient. De là, en fait, tu dresses des nouveaux chemins neuronaux. Hein, ça se passe à ce niveau-là. Aujourd'hui, il y a des études. Mais tu changes complètement, tu shifts et tu changes de direction. Et du coup, toute la mécanique qui était intégrée, elle peut changer des fois en un quart de seconde, quoi, ou en une séance d'une heure. Tu peux avoir un shift majeur. Alors, c'est difficile à. C'est ce qui est compliqué, c'est que c'est difficile à appréhender parce qu'on ne se rend pas forcément compte tout de suite du shift. C'est tellement des fois radical qu'on ne s'en rend même pas compte. Mais par exemple, sur une phobie, ça se voit très vite, quoi. C'est-à-dire que les gens, ils se retrouvent face à leur truc phobique et ils n'ont plus rien, quoi. Ils n'ont plus de réaction émotionnelle et en fait, ils hallucinent. Mais il faut tomber juste, en fait. Mais de façon générale, en fait, quand on arrive à libérer des blocages qui sont vraiment anciens, euh, ça peut vraiment changer. Moi, je discutais avec un gars la dernière fois et il me disait, j'ai vraiment l'impression d'être dans le brouillard. Tu vois, c'est cette impression de brouillard, de ne pas savoir par quel prendre. Une fois que tu as libéré ces points de blocage, en fait, tu as la perspective qui s'ouvre. Et après, le comment et le faire, finalement, c'est pas le plus compliqué. Ce qui est intéressant, c'est de se faire accompagner dans le temps pour gagner du temps, finalement. Tu l'as fait, je l'ai fait. Si tu peux éviter de perdre 5 ans, parce que tu as des gens qui ont déjà fait le chemin avant toi, c'est quand même super confort, quoi. Ils t'accompagnent dans une phase de transition de vie ou dans un moment où tu veux accélérer. Donc voilà. Mais moi, c'est vraiment cette partie déminage émotionnel. Et, euh, et voilà, en fait, je délivre un certain nombre d'outils que je pense être les outils nécessaires qu'on devrait enseigner, je pense déjà à l'école, en fait. C'est une compilation de ce qui est le plus efficace. Moi, je suis très Pareto, tu vois. C'est 20% d'outils qui donnent 80% des effets. Une fois que tu maîtrises ça, tu as ce que moi j'appelle la trousse de secours anti-débordement émotionnel, quoi. Une fois que tu as ça, tu es capable de faire face à peu près tout et de ne pas te faire submerger. Donc, il y a des choses qu'il faut traiter en thérapie qui sont lourdes, qu'on ne peut pas traiter tout seul parce que l'inconscient verrouille et qui veut te protéger, c'est normal. Mais après, une fois que tu as ces outils-là, et moi, depuis que je les ai intégrés, ouais, ça aide quand même énormément, quoi. Tu gagnes du temps et ça t'évite de sombrer, quoi. Ouais, je crois qu'en fait, comme l'a dit mon ami Valérie Brony, on a tous des histoires différentes, mais on est tous bloqués au même endroit. Ouais, Et en fait, on est sensiblement. tous bloqués au même endroit. C'est quel endroit? C'est des choses du passé qui créent des émotions récurrentes, des réactions émotionnelles récurrentes. Et c'est ça, en fait, qui nous pilote. Parce qu'on ne peut pas rationaliser, on ne peut pas mettre de la logique face à de l'émotionnel. C'est toujours, toujours, toujours les émotions qui nous bloquent par rapport à une histoire vécue ou par rapport à des histoires qu'on se raconte. Donc, le mental, en fait, réfléchit de façon consciente ou inconsciente, crée des émotions, et ces émotions-là qui conditionnent absolument tout ce qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Donc, si on ne bosse pas sur les émotions, on ne parle pas de gestion d'émotions, hein, JC l'a dit, on parle de libération émotionnelle. Moi, je travaille exactement avec le même principe. Après, sur la forme, évidemment, comme tu l'as dit, ça prend des formes différentes. De notre côté, avec Claudine, notre façon de travailler, c'est un programme qui s'appelle La Lampe. Et l'idée, c'est vraiment passer de je sais, j'ai compris. Donc, j'ai déjà fait du dev perso, j'ai déjà fait de l'énergétique, j'ai déjà fait des formations, des stages, etc., des programmes en ligne avec les grands généralistes du dev perso. Et c'est fantastique parce que ça m'a permis de comprendre plein de choses. Mais je vois bien qu'il y a plein de choses qui ne changent pas. Je me sens encore coincé dans un espèce de rond-point où j'ai beau me déplacer, je tourne en rond et je suis coincé parce que j'ai toujours la même situation de couple, financière, de travail, relationnelle avec mes parents, avec mes enfants ou la santé ou ce genre de choses. Donc, c'est vraiment passé de j'ai compris à je vois des résultats concrets. Et nous, on bosse clairement sur cette partie qui est l'intégration, grâce, exactement comme tu disais tout à l'heure, à des exos, des exos et des exos. C'est-à-dire que nous, on bosse avec des ateliers, c'est pas notre accompagnement, ce n'est pas des formations, ce n'est pas de l'enseignement, c'est des ateliers, on expérimente en ressenti, dans le corps,
En visualisation, on utilise énormément les méditations guidées, ce genre de trucs. On utilise des gros outils de libération émotionnelle parce que c'est vraiment les grosses clés. À chaque fois, c'est la même chose. Et donc, c'est un programme de 4 mois. Je n'ai pas tellement plus à vous en dire pour l'instant parce que les portes ne sont pas encore ouvertes. On les ouvrira probablement fin mars, début avril. Mais c'est 4 mois qui sont vraiment faits pour passer de OK, j'ai compris, mais je ne vois pas les résultats à OK, ma vie a changé. Et à l'issue, c'est de se dire la promesse, c'est vraiment putain, ma vie, elle est géniale, quoi. À l'issue des 4 mois, c'est putain, ma vie, elle est géniale. Voilà, sur tous ces sujets-là où je galérais depuis si longtemps, aujourd'hui, ma vie, elle est géniale. Donc, voilà, je te propose qu'on prenne. Il y avait des questions, hein, ma chérie. Donc, on va passer aux questions. Si ça te va, JC? Bah, très bien, très bien. Allez. Alors, où sont-elles? Alors, c'est quoi la résilience pour toi? Nous demande Anna. Comment tu la définis? Moi, alors, j'ai fait un petit live là-dessus très récemment sur le groupe. D'ailleurs, tiens, s'il y en a que ça intéresse, là, je donnerai le lien. J'ai un groupe qui est orienté sur la résilience en particulier, parce que c'est vraiment une thématique qui m'intéresse. Un groupe Facebook, hein? Ouais, un groupe Facebook, ouais. La résilience, à la base, c'est la capacité à encaisser un choc et à revenir à l'état initial. Ça, c'est la partie mécanique. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça ne me plaît pas parce qu'il y a un côté inertie qui me dérange. Et moi, j'aime bien une version que Blair Singer, que tu connais, avait fait lors d'un séminaire. Et c'est tiré de la loi de la thermodynamique. Et ça a été mis en place par Ilya Prigogine, qui a été prix Nobel sur les systèmes dissipatifs. C'est hyper technique, hein. Mais en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce qui s'est aperçu, c'est que dans certaines conditions, un système tel, si on prend un système qui subit qui reçoit de l'énergie, en général, on imagine que si l'énergie augmente, il va exploser, tu vois. Ça, c'est ce qui paraît intuitif. Sauf que lui, il s'est aperçu que dans certaines conditions, en fait, le système se réorganise et en fait trouve une nouvelle structure qui lui permet d'encaisser plus d'énergie. Donc, si on prend l'exemple qu'il donne, c'est le carbone. Tu vois, le carbone, tu as du bois, tu as du charbon, et si tu continues, tu as du diamant, quoi. Et moi, j'aime bien cette idée parce que c'est une espèce de spirale ascendante. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des épreuves, en fait, tu vas, et si on le prend sur un point de vue humain, au fur et à mesure des épreuves que tu traverses, si tu les intègres, comme tu disais tout à l'heure, en fait, tu changes de niveau de conscience, tu fais un shift interne et tu te reconfigures pour être capable d'absorber encore plus de choses. Et c'est pour ça que plus tu avances en fait dans ce chemin à nettoyer, etc., et plus tu es capable de faire face à des choses qui sont hardcore, quoi. Et voilà, la résilience pour moi, c'est ça, quoi. Cette capacité à faire du shift interne pour aller toujours plus loin dans cette capacité à recevoir de la pression, quoi. Ouais, intéressant. La résilience, c'est un mot que je connaissais très très mal jusqu'à ce que je rencontre une jeune femme qui est devenue une amie depuis, qui a écrit un livre sur la résilience suite à un traumatisme sexuel où elle accompagne les femmes depuis plusieurs années maintenant pour se remettre en route et reprendre sa vie en main après une blessure d'abus. Et effectivement, pour moi, j'avais lu la définition dans le DICO, la résilience, c'est subir un stress important et savoir s'y adapter. Effectivement, je ne suis pas forcément d'accord avec cette définition. Pour moi, la résilience, c'est davantage de transcender l'épreuve en une source de sagesse, de force. Donc, c'est exactement ce que tu dis. C'est transformer ce qu'on a vécu en quelque chose qui soit de la lumière et de l'amour, en fait, et qui puisse nous être utile à nous et aux autres par la suite. Il y a un côté alchimique un petit peu là-dedans que je trouve génial. Et quand on lit un peu Jung, enfin, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment cette transformation un peu magique là, du plomb en or, quoi, finalement, hein. Exactement. Je crois qu'il y a un vrai truc comme ça. Les Japonais aiment, ils ont cet art, je ne sais plus comment ça s'appelle, où ils ont un bol qui a été cassé et ils le réparent avec de l'or. Ouais. Voilà, ça c'est le symbole de la résilience, justement, à travers un art pratique et magnifique en passant. Une question de Marie-Véronique. Est-ce que la résilience est en lien avec notre motivation? Est-ce que la résilience est en lien avec notre motivation? Est-ce que notre motivation nous permet d'être résilient et si on n'a pas de motivation, on n'est pas résilient? Oui, de toute façon, c'est lié, mais alors est-ce que c'est en lien?
Je ne comprends pas tellement bien ce qu'elle veut dire dans cette question, mais oui, de toute façon, quand, quand tu n'es pas motivé, la résilience. En fait, ce- moi, ce qui me dérange avec la résilience, c'est que la résilience, c'est un peu un mot valise où on peut mettre plein de choses. Pour moi, la résilience, c'est un résultat, c'est une résultante, en fait, de différents Ouais. facteurs, tu vois. C'est pas vraiment. Tu cultives pas ta résilience, c'est pas une compétence, la résilience, quoi. Pour moi, c'est un état. Tu es résilient parce que tu as mis un certain nombre de choses en place. Ah, C'est ce que je veux c'est marrant, dire? moi j'aurais mis la résilience sur le processus de transformation. C'est le synonyme de Aussi, ouais. l'alchimie, si tu veux. Ouais, aussi, ouais. Mais voilà, après d'un autre côté, moi, je sais que la motivation, c'est un mot que j'utilise très peu, parce que pour moi, motivation, c'est lié avec la volonté. Ouais. C'est quelque chose de très mental. Je suis motivé ou je ne suis pas motivé. On l'a énormément avec les étudiants, les lycéens, voilà, on a nos enfants, nos ados, et on s'inquiète, ils ne sont pas motivés pour l'école, etc. Qu'est-ce que je peux faire pour motiver mon ado ou qu'il soit motivé? Je crois qu'en fait, on n'a pas besoin de gens motivés. On a besoin de gens inspirés. Et du Mm. coup, ça ne demande pas d'effort d'être inspiré, parce que du coup, c'est ce feu à l'intérieur de nous qui brûle et qui nous pousse en avant. Or, la motivation, c'est comment est-ce que je mets de l'action sur de l'apathie. Ouais, c'est un peu ça. C'est comment je Je tire cherche la... des moyens externes de me bouger les fesses, quoi. Mais Ouais, ouais, c'est ouais, ça. Donc, du coup, ça donne, mais en même temps, ça donne le développement personnel des années 90 américains. Yes, Mm. yes, 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 yes. Et on dit yes, yes en sautant sur des trampolines. Bon, bah, du coup, on est motivé, mais ça dure combien de temps, quoi? Et après, la Ouais. motivation, elle retombe. Or, l'inspiration, ce feu intérieur, c'est quelque chose qui ne s'éteint pas à partir du moment où on le connecte. C'est une source d'énergie illimitée. Et donc, la motivation ne devient plus un sujet. Et donc, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si je crois que c'est possible de sortir du labyrinthe, la motivation n'est plus un sujet. Je sais que c'est possible, j'ai juste pas encore trouvé. C'est cette phrase de euh, merde, c'est Edison, l'ampoule. Ouais. Ouais, c'est ça. Hein. Il disait, j'ai pas échoué 999 fois, ou 9900, j'ai trouvé 9000 fois façon de ne pas réussir à faire une ampoule. Et j'ai trouvé à la 10 millième fois. Et c'est juste ça, en fait. C'est cette persévérance, en fait. Laurence nous demande, est-ce qu'il y a des profils de personnes ou des caractères, donc des profils de personnalité, qui sont plus résilients que d'autres? Ou est-ce que c'est Mhm. plutôt nos expériences parfois douloureuses qui nous poussent dans nos retranchements profonds et donc vers une forme de résilience plus ou moins développée? Donc, est-ce que c'est plutôt une question de profil, de type de personnalité, ou est-ce que c'est une question de parcours de vie, la résilience, selon Alors, toi? selon moi, il n'y a pas selon moi, il y a des études qui ont été faites là-dessus dans les années 80. Il y a une grosse, grosse étude qui avait été faite sur des enfants abandonnés. Euh, En fait, c'est pas vraiment enfin, c'est pas inné ou machin. C'est hyper important sur certains facteurs pendant l'enfance. La construction de la résilience de l'adulte est vraiment liée à l'enfance. Je vais pas rentrer dans le détail, mais hyper important, c'est le lien social déjà et comment l'enfant se construit en termes de confiance en lui. Donc, c'est hyper lié à l'éducation. Et ensuite, par la suite, effectivement, on peut la travailler à travers nos épreuves de vie. Donc ça, c'est un peu dans la continuité. Mais le socle, en fait, se construit vraiment pendant la phase 0-12 ans, quoi. C'est vraiment là que le gros se fait. Ouais. Et j'irais même un cran plus loin. En fait, ce qu'on appelle une personnalité, on prend souvent ça comme un acquis à la naissance, ou comme de l'inné, pardon. C'est de l'inné. Et en fait, non, pas du tout. Un profil de personnalité, c'est de l'acquis. Une personnalité, c'est un ensemble de schémas de comportement. Ouais. Et un ensemble de schémas de comportement, c'est forcément lié à ce qu'on a vécu sur le 0-12 ans. Donc en Ouais, fait, ça complètement. rejoint, tout se rejoint. Ce qu'on a vécu dans notre enfance en dessous de 10-12 ans a conditionné l'essentiel de notre identité, en dehors Mm. de ce qui est marqué sur votre carte d'identité, hein, de votre identité, de votre personnalité, de vos comportements. En fait, votre comportement, c'est essentiellement un canal à l'intérieur duquel il y a tout ce que vous vous obligez à faire et à l'extérieur duquel il y a tout ce que vous excluez absolument de faire. Tout ce que vous vous interdisez n'est pas dedans et tout ce que vous vous obligez est dedans. Et ce canal-là, en fait, vous avancez dedans, mais tout ça, vous l'avez fait de façon inconsciente parce que ce sont des réactions beaucoup par rapport à relation à papa, relation à maman.
ou ceux qui ont joué ce rôle-là, si vous avez été élevé par des grands-parents, par des beaux-parents, ce genre de choses. Ça n'a pas besoin d'être de vos parents biologiques, mais ceux qui ont joué le rôle de papa et maman dans vos 10 premières années ont conditionné la personne que vous êtes devenue. Et ils ont aussi conditionné non seulement une part de vos talents, mais aussi en grande partie les choses qui vous bloquent. Ensuite, il y a des choses qui se vivent à l'adolescence, etc. Mais le gros du chantier est fait et c'est plié avant 10 ans. Et après, effectivement, s'il y a vraiment un trauma, mais un trauma grave, lourd, là, tu peux avoir une remise en question profonde de la personnalité interne, en fait. Là, ça se joue vraiment à un niveau... Donc, tu peux faire effectivement un shift complet de ton fameux canal. Tu peux prendre une voie parallèle. Absolument. Vu que ça a été construit, ça peut être déconstruit et reconstruit. Hein. Voilà. Et c'est tout l'intérêt des métiers comme le nôtre, d'accompagner nos clients à faire ça. C'est justement péter ce canal et tout reprogrammer pour que le canal corresponde à la vie qu'on a envie d'avoir. Au lieu de la vie que je crois que je dois avoir pour correspondre aux attentes de papa et maman. Et tout ça, c'est planqué dans mon inconscient. Je ne me rends même pas compte que je suis piloté par ça. Et tout est modulable. C'est important de le signaler. Et 100%. rien n'est aujourd'hui, voilà, on le sait, rien n'est immuable. Enfin, comment on appelle ça j'ai plus le terme, mais immuable. Immuable, merci. Voilà. Non, c'est clair. Et Laurence avait une deuxième, et ça sera notre dernière question. Comment est-ce qu'on identifie nos saboteurs si le cerveau bloque? N'y a-t-il que le coaching qui permet de débunker nos blocages émotionnels? Est-ce qu'il y a des outils simples et accessibles? Comment est-ce qu'on identifie ce qui bloque et comment on débloque? Alors moi, les points de blocage, je trouve qu'on a du mal quand même à les trouver sur l'aspect coaching. Hein. Je ne sais pas, tu me rejoindras peut-être là-dessus, mais on peut mettre de la lumière sur des comportements, on peut mettre en perspective et comprendre les choses. C'est comme une psychothérapie. Hein. On va mentaliser les choses. Mais d'aller mettre le doigt sur l'origine du saboteur, ça, c'est encore autre chose, quoi. Et ça, très clairement, il y a des choses qu'on peut faire seul. Et moi, je donne des outils dans la formation que je donne qui permettent déjà de faire un gros travail là-dessus. Mais pour des choses traumatiques, tu n'y as pas accès tout seul. Donc là, il faut se faire accompagner. Très clairement, enfin, moi, c'est mon constat. Hein, peut-être que je me trompe, mais l'inconscient est bien fait. Il est là pour nous protéger. Donc, vous n'y accéderez pas tout seul parce que vous n'avez pas les ressources pour derrière, comme vous êtes partie prenante dans le processus, pour vous transformer tout seul, quoi. Mais par contre, ça peut être très vite fait. Et voilà, je donne quelques outils, par exemple. Mais tout ce qui est kinésiologie, ça vous permet d'aller par le corps chercher des éléments de réponse dans l'inconscient. Vous avez l'EFT, vous avez l'hypnose. Il y a énormément de choses qui permettent d'aller, en fait, de couper le mental en fait, et d'aller travailler directement à un autre niveau de perception, quoi. Ouais, clairement. Je rejoins 100% JC là-dessus. Si vous savez que vous avez vécu quelque chose de traumatique, de fort, faites-vous forcément accompagner parce que même si on vous file les bons outils, vous pourriez prendre des réactions émotionnelles sous-jacentes qui viennent encore libérer d'autres choses et vous pourriez être envahi et vous rester prostré dans votre chambre pendant 3 semaines parce que vous avez pris une grosse décharge. Donc, ne tentez pas le diable. Et si vous savez que vous avez vécu des choses traumatisantes, faites-vous forcément accompagner, notamment par des gens qui sont, surtout des gens qui ont l'habitude de gérer les gros sujets. Après, d'une façon générale, on l'a dit tout à l'heure, l'essentiel, c'est je sais ce qui me bloque, je sais que c'est une émotion qui me bloque, parce qu'en gros, il y a une peur, une honte, une culpabilité. Il y a une émotion récurrente qui se présente encore. Ça peut être de la colère, ça peut être… En gros, vous êtes bloqué par une émotion récurrente, ou plusieurs. J'ai honte de faire ceci, j'ai peur de faire de faire cela. Je sens que j'aimerais, mais il y a quelque chose qui m'empêche. Et si je me force, il y a cette émotion-là de honte, de culpabilité, de peur d'être rapetissé. En gros, vos émotions sont les indicateurs du blocage. Si vous vous libérez de l'émotion, même si vous n'avez pas identifié la source, si vous libérez de la charge émotionnelle, vous avez fait le boulot. Moi, j'utilise énormément la logosynthèse. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. Je l'ai mis en public. Il y a l'outil logosynthèse. Vous pouvez faire l'exo avec l'outil. Il est libre. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est un truc qui a été inventé par un psychologue américain en 2005, je crois. Donc, c'est très méconnu, mais c'est d'une puissance pour la libération. Par contre, il faut savoir quoi nettoyer. Voilà. C'est un outil. Mais si je vous file un marteau pour redresser une tôle et faire de la carrosserie de bagnole, si vous ne savez pas vous servir du marteau, vous avez l'outil, mais c'est quand même mieux de le faire avec des gens qui vont vous emmener au bon endroit. Après, sur localiser l'origine du blocage,
Moi, je le fais en lecture énergétique. Donc, c'est notre façon de travailler avec Claudine. On vous dit, bah voilà, vous avez un blocage ici, le chien. Ah ouais, tiens, effectivement, ça me parle. OK, va laver ton émotion, va faire une logosynthèse sur ça. Et là normalement, c'est réglé. Et ça Moi, je marche voulais aussi juste. sur les tocs, sur plein de choses, hein, Ouais. libération de charge émotionnelle. Moi, je voudrais juste enfoncer le clou sur un truc que je vois de plus en plus. C'est des coachs qui utilisent des outils thérapeutiques, mais sans maîtriser en fait tout ce qui va avec, quoi. Et ça, c'est hyper dangereux. Je vais être un peu hardcore avec toute cette nouvelle mode là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent à des jeux dangereux en allant secouer le prunier et l'inconscient des gens, mais sauf que derrière, ils savent pas quoi en faire. Donc, ils déclenchent ou ils redéclenchent des vieux traumas, sauf que derrière, ils vous laissent avec votre merde, parce qu'ils savent pas en fait, ils n'ont pas les outils pour nettoyer. Donc ça, c'est si vous êtes sur des choses lourdes, alors si on est sur des petites choses du quotidien, ça va. Quand on commence à rentrer sur du lourd, faut pas jouer, quoi. Faut pas jouer. Non, non, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Il ne faut pas prendre le risque parce que vous allez vous faire plus de mal que de bien à vouloir faire les choses en prenant des raccourcis qui ne sont pas appropriés. Donc, ouais, non, vraiment. Vraiment, vraiment. Mais voilà, en gros, le process, hein, pour répondre à la question de Laurence, ben, il y a quelqu'un qui nous dit, vous êtes passionnant et hyper clair. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait 1h10 qu'on est ensemble déjà. Le temps est passé très, très vite. Yes. Euh, En tout cas, c'était vraiment un plaisir d'être avec toi, JC. Ouais, de même. Bon, voilà, ça confirme et ça renforce la quantité de parallèles qu'il y a entre nos deux expériences, nos façons de travailler, notre état d'esprit en commun. Donc, c'était vraiment un chouette moment que de partager tout ça avec toi. Yes. Pareil, je suis super content. Et puis, bah, je découvre aussi ce que tu fais. C'est vrai que tu as pas mal évolué. Comme on disait, on s'était perdu de vue pendant quelques années, tu vois. Et on se retrouve aujourd'hui pour échanger sur nos chemins. Mais finalement, on se retrouve quelque part, quoi. C'est ça qui est Ouais, intéressant. ouais, c'est cool. Tout est juste. Yes. Tout Et est forcément juste. ouais, avant qu'on rende l'antenne, là, moi, j'avais un petit cadeau à faire Ah oui, aux gens qui écoutaient. J'avais fait un petit document avec différentes techniques justement de libération émotionnelle, enfin pas de libération émotionnelle, de gestion du stress, euh, qui sont pour moi des basiques. Donc l'idée c'était de le donner. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Alors attends, parce que je ne maîtrise pas trop. Ouais, ici à tout le monde, OT panéliste. et puis, ceux qui sont en replay, vous Voilà. allez. Donc, tout le monde va recevoir le replay de ce soir par email demain et vous aurez les liens vers les cadeaux. De toute façon, donc, le cadeau qui vient d'être mis dans le chat, vous l'avez dans le mail qui vous a Ouais, été envoyé, dans lequel vous avez trouvé le replay que vous venez de regarder. tout à fait. Et puis voilà, après, comme on dit, on reste en contact, hein. Pour les gens que ça intéresse, on peut se recontacter en off. N'hésitez pas à nous faire signe par Facebook, par différents moyens, si vous voulez discuter plus avant sur différentes thématiques. Et puis voilà, quoi. Ouais, moi j'enverrai à tout le monde également par mail demain le lien vers le programme clé. C'est un programme de 3 semaines pour vraiment se remettre au centre soi de son monde et vraiment se faire du bien parce que vous êtes la ressource la plus importante de votre vie et en fait l'idée c'est quand même que vous preniez soin de vous. Et donc le programme clé c'est un mail automatique tous les 2 jours qui vous amène un contenu, des exos, des informations sur plein de sujets qui vont vous permettre d'apaiser un petit peu la machine, de vous remettre au clair sur l'alimentation, le sommeil, le nettoyage énergétique. On va vraiment toucher vraiment plein de sujets qui vont vous permettre de voilà, faire retomber la pression, vous remettre stable au centre et pour vous donner des bases pour pouvoir bien rebondir avec la situation Covid. C'est un programme que j'avais Ah, créé au début du Covid et qui est toujours d'actualité. Du coup, avec sur un le autre sujet, chantier. mais ouais. C'est un truc de fou. Voilà, on vit dans un monde incroyable qui est très, très challengeant, mais qui est en train, sur un plan philosophique, qui est en train de nous pousser à faire le ménage. Euh, donc, euh, donc voilà. Alors, ça Attends. me dit que on voit pas ton lien, JC. Je le vois. Hôte et Ah, parce qu'il est panéliste. en bleu. Si, si, il remonte un peu. C'est juste parce qu'il est en bleu, mais moi, je le vois haute. Ah, mais non, parce qu'il est à haute et panéliste. Il est peut-être pas sorti aux participants. À tout le monde, attends, tout le monde. Ouais, voilà. Ouais, je Republie-le me à tout le monde. remets. Voilà. Donc, c'est pour ça. Voilà. Merci à Rachel de Ouais. l'avoir signalé. Merci Comme beaucoup. Ouais. ça, tout le monde peut le voir. Pour le ceux en replay, vous l'aurez. Merci à tous.
Merci, Ouais. Jean-Christophe. C'était un grand plaisir de Bah écoute, t'avoir, moi de aussi. partager. Et puis si, je vais juste rajouter une Vas-y. dernière chose avant que j'oublie, parce que j'en ai pas parlé. Mais courant du mois prochain, on est quoi là? Mars? Ouais, début avril. Moi, je vais lancer un accompagnement. Toi, tu as parlé de la lampe, ton Ouais. accompagnement de 4 mois. Moi, je vais faire un programme beaucoup plus court sur un mois, où je vais m'appuyer sur un programme en ligne que j'avais fait justement, qui s'appelle Emergency, où j'avais justement toutes ces techniques, mais que je vais étoffer. Ça va être un accompagnement vraiment de groupe et individuel pour aller traiter du trauma et aussi apprendre à maîtriser ces outils de base. Donc voilà, c'est encore en projet, c'est encore en gestation. Il y en a qui sont déjà au courant, que j'ai déjà un peu approché. Et comme ça va être la première fois que je le fais sous ce format-là, je fais un peu un groupe test, quoi. Voilà. Donc s'il y a des gens que ça peut intéresser, n'hésitez pas à revenir vers moi et je vous expliquerai tout C'est ça. essentiellement pour des gens qui sont concernés par des traumas importants? Non, non, pas nécessairement. Non, non, Pas ça peut être des nécessairement. choses assez simples. En fait, c'est vraiment pour. L'idée de base, c'était d'acquérir ces outils. En fait, j'avais fait un programme en ligne autour de ça. Il y en a qui le connaissent, là, certainement, dans ceux qui sont là. Mais je me suis aperçu qu'en fait, c'était. Je pensais que c'était simple, mais c'était hyper dense, en fait. Et c'était trop dense pour que les gens arrivent à intégrer, justement, les outils. Donc, l'idée, maintenant, c'est de partir de cette base-là pour faire un accompagnement et de groupe et individuel sur un mois, à raison d'une visio par semaine, pour vraiment aller plus loin, pour maîtriser ces outils. Enfin, pour moi, c'est le b.a.-ba que tout le monde devrait avoir. Mais voilà. Donc, en gros, c'est la caisse à outils et apprendre à se servir des outils qui sont dans la caisse. Ouais, plus très certainement, une fois dans le programme, des séances en individuel que je vais rajouter en bonus pour aller traiter un élément traumatique majeur. Voilà, Et c'est du coup, l'idée. la grande thématique, c'est les émotions ou c'est le stress ou c'est quoi le grand C'est thème? vraiment aller déminer. Enfin, c'est vraiment sur le déminage émotionnel. C'est D'accord. vraiment comprendre en fait tout le process qu'il y a derrière, avoir les outils de stabilisation émotionnelle et de nettoyage qui vont Ok, avec. ok. Donc Voilà. là, c'est de la libération, en fait. Ouais, Ouais, c'est ok. ça. Ouais, bah, Voilà. ça sera pas du luxe. Attends, je pense qu'il y en a besoin. Merveilleux. Bon, ben, Super cool. excellente fin de soirée à tout le monde. Ouais, Ravi d'avoir été avec vous tous. Merci beaucoup, Laurence, pour tes bonnes questions. Merci à tous ceux qui ont participé sur les questions là. Je remercie du coup Marie-Véronique, Anna. C'était chouette d'avoir vos questions. Merci, Rachel, pour ta ouais. fidélité. Rose, Laurent, qui c'est que je vois? Vasco, Corinne, Axel. Voilà, tous les participants. Natal, Catherine. Anna, merci à tout le monde. Merveilleuse soirée. On vous Merci à vous envoie le replay tous et demain toutes. avec les Ouais, cadeaux. super cool. Allez, ciao, ciao. Bonne soirée. Salut tout le monde. Bye.